Donc moi je vais vous parler de Spark SQL. Donc tout d'abord pourquoi Spark SQL. Donc ça va permettre de faire des traitements sur des données semi-structurées en SQL. Donc ça va pouvoir s'adresser à des personnes qui ne sont pas forcément développeurs, à des anciens de la BI qui veulent faire ce qu'ils faisaient avant sur des bases relationnelles, mais sur des plus gros volumes de données. Donc ça va permettre aussi de... Avec Spark 1.3, il y a un serveur JDBC qui est intégré. Donc ça va permettre de brancher directement son outil BI dessus et de lancer les requêtes comme on faisait avant sur une base relationnelle. Donc on a pu voir lors de la démo de Fabien que c'était assez compliqué de faire du Spark Core, c'est long à coder, ça prend du temps. La plupart du temps, Spark SQL, ça va être beaucoup plus rapide et on va pouvoir, si on ne peut pas tout faire en SQL, de repasser en mode RDD et de continuer les traitements directement comme faisait Fabien en Spark Core. Et surtout, le plus gros point, ça va être la performance. Derrière, Spark SQL vient avec Catalyst. Donc, Catalyst, c'est un optimiseur. Donc, il y a une chaîne de traitement que je ne maîtrise pas forcément, que j'ai découverte aujourd'hui. Mais c'est juste pour montrer qu'il y a une chaîne de traitement vachement compliquée qui va faire des optimisations qu'on ne serait pas capable de faire nous-mêmes. Typiquement, Fabien, tout à l'heure, il a parlé de faire le filtre avant la jointure. Bah ça, si on fait du SQL, il va d'abord filtrer les données et ensuite joindre tout ça. Donc ce sera au niveau du physical plan, il va tester plusieurs combinaisons et il va prendre la meilleure pour ensuite générer le code. Donc la structure de données que j'ai manipulée, donc oui, je vais parler que pour Spark 1.3, parce que depuis, avant Spark 1.3, Spark SQL était en alpha, donc c'était pas très stable, et là ils ont fait un très gros travail en 1.3 pour la rendre stable et d'être beaucoup plus performant qu'avant. Donc en Spark 1.3, on manipule des data frames, donc c'est comme des RTD avec un schéma en fait. C'est la même chose, il y a un schéma qui vient en plus. On peut voir ça comme une table en SQL. Donc avant on était en schéma RDD, donc ils ont tout renommé, maintenant c'est data frame. Donc on peut les créer à partir de RDD existants, de tables Hive, de CSV, JSON, et aussi maintenant depuis des données de source JDBC, donc on va pouvoir se brancher sur du MySQL, du Oracle, etc. Ça supporte les mêmes opérations que les RDD qu'on a pu voir avec Fabien, et on va pouvoir les manipuler de deux manières différentes. Pour ceux qui... Enfin, moi j'aime pas trop cette manière-là, mais ceux qui veulent faire du SQL sans vraiment en faire, donc avec leur API DataFrame, donc c'est une sorte de DSL, on va taper select, le nom de la colonne, après, bon, on verra un exemple juste après, group by, etc. Ou en SQL directement. Donc, pour être plus clair, donc, je reprendrai ces exemples de façon pendant le batch coding. En Spark SQL, on crée un SQL context. Donc là, je charge un fichier JSON. Ensuite, j'ai mon data frame. Donc là, ValPF, c'est pour créer le data frame. Je vais pouvoir, donc, en utilisant l'API data frame, faire des select, name, show, filter qui va correspondre au where et des group by et des count. Donc pour ceux qui préfèrent manipuler comme ça et qui ne veulent pas faire de SQL, c'est possible. C'est l'équivalent du framework Joop pour les bases relationnelles. Moi, je suis pas trop fan de faire comme ça. Et donc sinon, on peut de la même manière charger un fichier JSON et créer le data frame, et ensuite enregistrer une table, donc là que j'ai appelé people, et ensuite faire de l'USQL directement dessus. Donc l'interaction avec les RDD va se faire. Donc là pour ces cas-là justement, on ne le voit pas parce que avec la méthode JSONFile, en fait, par réflexion schéma par rapport à la structure du JSON. Donc il prend les noms de colonnes, les noms des champs de JSON et il crée le schéma associé. C'est-à-dire là du coup ça me permet de. J'ai cette colonne qui s'appelle name dans mon fichier JSON. Donc du coup, je vais pouvoir l'appeler directement comme ça sans rien lui donner. Mais si on travaille sur
des fichiers texte par exemple, là, comme ici, je vais devoir créer une classe que je nomme personne avec un name et un âge. Et lors de la création du data frame, je vais lui dire à chaque ligne de mon texte, donc là je split par la virgule pour séparer les colonnes, je crée un objet personne. Donc là du coup ensuite je vais pouvoir interroger les noms des colonnes dans mon data frame, ce sera name et âge. Il va utiliser la réflexion pour créer son schéma en fait. Donc ça dans la plupart du temps c'est pratique, mais dans certains cas souvent en big data, on ne connaît pas la structure où elle est stockée dans un fichier à part. On a nos données et on a notre description des colonnes associées dans un autre fichier. Donc ça, du coup, on va pouvoir quand même créer le schéma par programmation. Ça va être un peu plus compliqué. Donc il va falloir. Donc là, j'ai simulé un fichier donc avec une string. Et ensuite, on va créer une structure type en lui disant que chaque fil est une string. Et ensuite, on va créer le data frame en lui appliquant le schéma en fait, à partir du RDB. Donc c'est deux manières de faire différentes. La plus simple, c'est celle-là. Dans le live coding, je vais reprendre les deux méthodes. Ce sera un peu plus clair. Du coup, je vais prendre ma machine. Vous regardez si le traitement est fini, Damien? Je pense pas. Il y a encore. Donc moi je vais faire du Spark Shell, parce que j'ai une machine pas très puissante et du coup ça va permettre aussi d'éviter les temps de compilation Scala. Quand Spark Shell du coup c'est interactif, on lance, il exécute directement les commandes. Donc là je le lance avec seulement 2 threads. Tu peux zoomer un petit peu, regarde. Tu peux venir m'aider. Je suis pas spécialiste de... Comment tu vas là-haut, c'est 2 points. Tu vas changer. Ah, t'es déjà sur la grosse police. Quelqu'un sait comment zoomer dans Windows sur la commande? Non, tu changes la police. Je crois qu'on est déjà sur la plus grosse. Ah, Je crois qu'on est obligé de En haut à gauche. sortir la Petit en haut à gauche, là, pour de la police. Tu vas sur ces 2 points là-haut. Là-bas, il ne voit rien du tout. Ah bah. Propriété. Police. Descend. Il y a peut-être encore une après. 10, 18, 7. C'est compliqué de foutre. Il faut lui voir la solution. On réduit la résolution de la fenêtre.
Essaye de changer la résolution de l'écran. Si tu peux pouvoir le dire. Là, vous voyez au fond ou pas là? Je tape l'écran. Au premier rang, vous voyez? Premier rang. Je continue comme ça. Avant que tu dis ce que tu tapes. Donc je vais reprendre les deux exemples que j'avais présentés tout à l'heure. Donc en Spark Shell, on a déjà un Spark Context de fourni qui s'appelle SC. Donc là, si on tape SC, il va nous donner notre Spark Context. Donc je vais faire quelques imports que je vais copier-coller parce que je ne les connais pas par cœur. Une idée pour montrer le code. À la limite, ça tu peux le zoomer à mort, ça. Ça, je le mettrai sur le côté, comme ça ils voient le code et après tu tapes à côté. Puis ensuite tu copies sur un autre pad, tu zoomes à mort à côté. Comme ça ils verront. Avec 1,3 milliard de lignes. Là, tu zoomes à mort les caractères. Je fais Windows droite. Windows droite, ça sera pour la placer. Après, il faut que tu zoomes. Voilà. Zoom. Descend. Vas-y. Contrôle num plus. Continue. Ça met des barres. Encore. Ceux du fond, ils verront. Ils les écoutent pas de toute façon. Encore deux. Encore Deux fois. Tu dois faire des gauches comme ça. On voit pas en fait. Et même trois. Encore une fois. Je connais pas, ouais. Encore. Encore une fois, on réclame. Voilà. Moi, du coup, je vais faire ça. Si tu maîtrises pas le Scala, en fait, les imports implicites, ça permet de rajouter des méthodes en fait, sur des classes qui existent, enfin sur certaines classes. Donc, je crée mon SQL Context. Ça permet d'exécuter du SQL.
Donc là, je vais créer une. Je vais vous montrer les données sur lesquelles je vais travailler. Donc j'avais un deuxième exemple, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Je vais travailler sur celui-là. Celui-là, il était plus fourni, mais. Donc avec des customers avec 5 colonnes. Donc je vais d'abord créer le data frame en utilisant la réflexion, donc en créant une classe customer. Donc en ce cas-là, on peut faire des choses comme ça. Créer des classes sans constructeur. Et du coup. En fait, ça, c'est l'équivalent du Pojo en bas. Donc c'est un peu plus rapide et il y a moins de lignes à taper. On fait que le constructeur et ça génère les attributs, les getters, les setters et même les constructeurs sans aller à certaines valeurs. Donc Ça ensuite, fait les H et Les H et le equals. donc ensuite, je vais créer mon data frame en chargeant mon fichier, en splittant les colonnes et en lui appliquant ma classe que je viens de créer. En appelant la méthode implicite toDF qui va me créer le data frame. Donc je vais faire un copier-coller, ça sera plus rapide. Donc à tout moment, on peut convertir un RDD en data frame, en faisant un toDF à la fin. Donc là, il fait des choses. Hop, et dessus, on va regarder qu'il a bien créé notre schéma. Donc là, on voit bien qu'il nous a créé par rapport au nom de colonne qu'on avait dans notre classe. Donc Customer ID, Name, City, State, Zip Code, on les retrouve ici. Et du coup, on va pouvoir, je vais faire un exemple avec le DSL, avec l'API Data Frame. Donc on peut faire des choses comme ça. Donc appliquer un filtre sur le data frame, donc sur la colonne Customer ID, et prendre que celui qui est égal à 500. Donc c'est un where customer ID est égal à 500. Ouais. Donc là, si on peut faire une sorte de select étoile tout d'abord. Donc là, si on fait un show sur le data frame, on va voir toutes les données, c'est-à-dire mes 5 lignes que je vous ai montrées. C'est pas vraiment du big data, pour l'exemple. Et donc là, on retrouve mes 5 personnes. Du coup, on peut faire un where. Et là, du coup, il nous a retourné que le Customer ID 500. On peut faire des group by, des counts. Donc là, il va nous compter le nombre de customers par zip code. Donc là, vous dites sur 5 lignes, il n'y a pas d'intérêt. Il faut le voir sur plusieurs terrains de données. On a fait des trucs. Donc on voit notre résultat, on en a un avec 2, les autres sont 1. Donc on peut faire la même chose par programmation. Donc là on n'a pas fait de SQL, j'en ferai dans le deuxième exemple. Donc pareil, charger notre text file. Et là on va supposer qu'on ne connaît pas le schéma à l'avance. Donc là j'ai créé un RDD classique comme Fabien le faisait avant. Donc je vais lui dire que mon schéma c'est ça. Donc là je crée une string pour le simuler. Et donc la méthode pour créer le schéma à partir du string, ça va être de splitter avec l'espace que j'ai mis ici. Et de chaque champ, lui dire bah, tu me récupères le field name. Donc ça va être Customer ID, Name, City, State, Zip Code. Et vu qu'on ne peut pas définir les types en avance, on va lui dire que c'est un string et on va lui dire que ça peut être nul.
Donc là, on a notre schéma, on n'a toujours pas de data frame. Donc, pour le faire de cette manière-là, il faut créer un pot RDD qui est fourni dans Spark SQL que j'ai importé tout à l'heure au début. Disant que chaque ligne, on lui crée une row avec P0, P1, P2, P3, P4, s'il y avait 5 champs. Donc là, à partir de là, on va pouvoir créer notre data frame pour le manipuler. Donc on va prendre le RDD et lui appliquer le schéma. Hop, maintenant si on regarde le schéma, donc là, contrairement à tout à l'heure, on n'a que des strings. Maintenant, si on veut faire du SQL dessus, il va falloir l'enregistrer en tant que table. Donc je vais l'appeler customer. Et à partir de là, je peux faire du SQL maintenant. Donc je peux faire des requêtes. Voilà, j'ai fait des requêtes assez simples. Select name, zip code, from customer, order by zip code. Là, il m'a rien fait. Pour avoir les résultats, je vais faire un point chaud dessus. Donc là, on a le nom et le zip code, on peut commencer par le zip code. Donc là, c'est juste pour ça n'a aucun sens, mais c'est juste pour montrer que on peut rappliquer les méthodes qu'on a vues tout à l'heure, des maps, des collectes qu'on avait sur les RDD. Donc on peut switcher entre, on peut faire une requête SQL, récupérer le résultat et continuer en faisant du Spark Core. Tous les traitements ne sont pas faisables en SQL. Donc là, c'est juste que je vais, donc, je ne sais pas si on a bien vu, je concatène T0 et T1. Et pour chaque ligne, j'affiche. Je passe une méthode qui permet d'afficher. Donc, John Johnson et le zip code. Donc, j'ai un troisième exemple, je ne sais pas si j'ai le temps. Là, c'est bon. C'est assez rapide de toute façon. Ok. Donc là, avec ce fichier JSON qui contient 10 000 lignes, donc à partir des noms ici, là, on n'a pas besoin de lui créer de classe ni rien. La méthode va, à partir de la structure du JSON, créer le schéma pour nous. Donc c'est assez pratique. Donc là, juste en faisant ça. Ça existait en 1.2 ou pas? Non. Alors, je crois que même en 1.3.0, j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Et donc là, si on regarde le schéma qu'il nous a créé, on va voir qu'il n'a pas que créé des strings en plus, mais il va, s'il a rencontré que des entiers sur une colonne, créer un schéma avec un entier. Donc là, on voit qu'il a récupéré l'âge, la compagnie, la couleur des yeux, le champ. Donc on a un long, deux longues et le reste en string. On peut faire un tune dessus, je ne vais pas le faire parce que c'est pas intéressant. On peut refaire des choses en DSL, mais je vais plutôt exécuter celle d'en dessous pour montrer qu'on peut faire des requêtes SQL un peu plus compliquées que ce que j'ai montré tout à l'heure. Juste pour ceux qui sont derrière, tu peux lire la requête SQL, c'est ce qu'il fait. Voilà, elle va marcher. Calcule le min des salaires, le max des salaires. Je récupère la compagnie du genre, le genre. Oui, c'est ce que from people, avec un where, je filtre ceux qui ont les yeux verts, ceux que je les aime pas. Et je groupe by par compagnie et gender. Ça fait quelques lignes à mon avis en Spark. Et là, il n'aime pas parce que je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il me dit?
Tab not full people, parce que je ne l'ai pas enregistré comme tab. Donc je peux pas faire du SQL dessus si la table n'est pas enregistrée. Donc, on est n'importe quelle source de données, de l'enregistrer comme table, même un résultat d'un calcul. Donc là, si je fais un SQL.show, je vais avoir mes résultats. Donc là, il y avait 9000 lignes au départ, donc il a fait des groupes. On a ses résultats, le min, salarié, le max, la compagnie et le job. Donc voilà, moi je fais Excel. Donc là, normalement, c'était à Tony maintenant de venir. Je lui fais un petit coucou parce qu'il me parle, il suit le live en direct. Donc j'espère que le saisie est fier de tout. Il me prendra.